des implications au niveau, par exemple, de l'éducation pour les enfants, des études de genre? Il y a eu une controverse il y a quelques années, comme vous savez. Voilà, autour des manuels, donc en 2011. Alors il y a eu deux controverses. Il y a eu une autre en 2013. Et une autre, voilà, un de SVT sur la théorie du genre en 2011. En 2013, les ABCD, c'était l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon aussi, deux énormes clashs. Je ne sais pas très bien quoi en dire d'un point de vue médiatique, parce que d'un point de vue médiatique, ça a été aussi monté, organisé, instrumentalisé de part et d'autre. Bon, si je prends le premier clash qui portait sur le manuel SVT, je ne sais pas s'il faut que j'aie une opinion. Si j'ai une opinion, c'est que c'était pas forcément opportun de. Je les ai vus, les manuels en question, hein, j'en ai vu la plupart. Bon, c'était pas forcément opportun de traiter de ces questions dans le cadre des SVT. Bon, c'est plus l'objet, probablement, d'un débat en philo, et vraiment d'un débat, c'est-à-dire où on montre que la théorie du genre, c'est une théorie, ni plus ni moins, qui reste à discuter, à évaluer, on est pour, on est contre, donc on forme plutôt l'intelligence de l'élève dans une classe de philo que dans des manuels de première. Par exemple, j'ai regardé les manuels en question, il y avait franchement des maladresses, y compris dans le choix des photos, des images par exemple. Donc il y avait de quoi inquiéter. En même temps, même s'il y avait de quoi inquiéter, on est passé à une peur panique devant l'existence de ces manuels, enfin une peur panique et des propos sans proportion tout de même avec ce qui était rédigé dans ces manuels. Ce n'était pas forcément une bonne idée de le mettre en classe de l'SVT, je pense. Sur les APC, machin de l'égalité, alors le propos est louable, je trouve. Qui va être contre l'égalité homme-femme et qui va être contre le fait d'apprendre aux enfants à intégrer cette notion le plus tôt possible et le plus durablement possible. La question c'est, fallait-il le faire comme ça? Pas sûr. Pas sûr. Il y a eu un rétropédalage aussi assez évident de l'éducation nationale là-dessus. Bon, à chaque fois, ce que je vois, c'est que la vigilance nécessaire dans l'éducation des enfants sur ces questions ne doit pas procéder quand même d'une peur trop marquée. Or, il y a eu, la première question, celle de la théorie du genre dans les manuels SVT, on a quand même entendu des choses qui étaient, encore une fois, sans proportion. Dans l'éducation, oui, bien entendu, c'est aussi le débat que vous évoquez, c'est aussi celui des valeurs républicaines, c'est-à-dire quelle existe-t-il une morale civique comme autrefois existait une instruction civique, des cours d'instruction civique? Existe-t-il une morale républicaine qui puisse être, si c'était universellement, je sais bien que la France a une prétention universelle, mais en tout cas nationalement enseignée sous la forme d'un consensus suffisant entre les familles, l'État, le corps enseignant, etc. Existe-t-il une morale républicaine? Il doit en exister une, forcément. Par exemple, c'est légitime que l'État se positionne dans l'éducation des enfants sur attention au risque de Daesh, attention aux fanatiques, attention à la violence, attention aux discriminations. Tout ça paraît légitime. Après, les instruments proposés pour promouvoir une morale républicaine, là, peuvent faire dissensus. Et clairement, sur la question de l'égalité ou celle de la SVT, il y a eu des risques de dissensus. Moi, je suis extrêmement sceptique devant
les instrumentalisations qui vont tous azimuts immédiates quand on essaie de faire quelque chose. J'ai tendance à croire que la plupart du temps, sur ces questions-là, les profs, même quand ils sont assez démunis, quand ils apprennent les choses, font un travail remarquable et qui n'est pas soupçonnable. Après, la question est celle de l'articulation entre une morale républicaine et les fondements de cette morale républicaine, qui fasse un consensus suffisant, y compris auprès des croyants et de tous les croyants, et puis les morales singulières, qui sont des morales issues de confessions religieuses. Mais pour ces confessions religieuses, pour respectables qu'elles soient, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, comment vont-elles s'articuler, éventuellement éviter ou provoquer des clashs avec les valeurs dites républicaines. Donc c'est aussi beaucoup un combat de valeurs, un défi de valeurs, parce que les religieux, comme on les catégorise assez vite, les religieux d'un côté, les non-religieux de l'autre, n'entendent pas la même chose, n'ont pas la même idée lorsqu'ils utilisent des mots communs. Donc c'est Babel aussi, hein, c'est-à-dire la notion de dignité, le droit à mourir dans la dignité, par exemple. Hein. La notion de dignité, pour ce type d'association, n'a à peu près rien à voir, ou peu de choses à voir avec ce qu'un chrétien va entendre par dignité. C'est même là complètement opposé. On le voit avec l'affaire Lambert, etc. Alors, les études de genre, ça représente en quelque sorte une étape. C'est finalement le refus en quelque sorte d'une réflexion binaire, on va dire, des êtres humains. Et on parle également de post-genrisme. Alors je vais citer les propos d'un essai paru en 1979, rédigé par Firestone. La visée ultime de la révolution féministe doit être non seulement l'élimination du privilège masculin, mais de la distinction sexuelle elle-même. Ouais. Un retour vers une libre pansexualité, la perversité polymorphique de Freud, la reproduction de l'espèce serait remplacée par la reproduction artificielle. Ça me fait beaucoup rire parce que la prétendue pansexualité ou pansexualisme de Freud, alors d'abord Freud, je ne sais pas si Freud était un théoricien du genre, mais enfin d'une certaine manière oui, parce que Freud était très subversif dans son temps, quand il a décrit la possible polymorphie perverse de l'enfant. Il n'a jamais dit que les enfants étaient tous des pervers polymorphes, mais qu'il y avait un enfant peut-être, c'était une possibilité, premièrement. Deuxièmement, pour un subversif, ce qu'on sait de la vie de Freud, c'est qu'il était quand même assez bourgeois, hein, et que sa propre vie sexuelle a été assez, on va dire assez pépère. Hein. Mais enfin, voilà. Ensuite, dans la citation que vous avez faite, il y a une méprise, un contresens total sur la pansexualité. La pansexualité ou le pansexualisme freudien, qu'on critiquait déjà de son temps, se réfère d'abord à une psychosexualité, à une capacité au fantasme, par exemple, hein, et non pas à un agir permanent, si je suis un peu caricatural, d'un partouzard que deviendrait le sujet humain ayant fait une psychanalyse. Enfin, c'est complètement débile. Et le texte que vous évoquez, au mieux, il est gentiment naïf, au pire, il est complètement idiot. Il faudrait revenir au texte, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même impressionnant de voir l'ignorance, la passion de l'ignorance de ces... Soit quand on, je ne sais pas, moi, promeut, soit quand on démolit les études de genre. Hein. Les études de genre ont quand même ceci d'assez respectable, c'est qu'elles se confrontent directement au texte, et pas autour, à ce qu'on en dit, la doxa, ou ça. Alors là, c'est pour ça que moi, quand je vois débarquer dans les médias l'expression théorie du genre, ou l'expression... Je dis, mais de quoi, de qui s'agit-il ? De
quoi? De quel auteur, dans quel texte, dit quoi exactement? Moi je dirais à la manière ancienne, hein, prends et lis. Prends et lis, et puis après on verra si c'est vraiment nocif, alors on en parlera, ou bien si c'est une étude scientifique, et voilà. Mais d'abord prends et lis. Et non pas, et surtout pas de littérature secondaire sur ces questions-là, il faut toujours revenir au texte. Oui, parce que si on se réfère à la psychanalyse freudienne, la restriction de la sexualité est en quelque sorte au fondement de la civilisation. Oui, vous citez presque intégralement, donc c'est pas de la littérature secondaire, vous citez presque intégralement Freud. C'est-à-dire que la restriction de la sexualité, sa maîtrise, en effet, rend possible la civilisation. C'est la raison pour laquelle jamais impunément on ouvre la boîte de Pandore de la sexualité, parce que jamais impunément on ne conteste la morale civilisée. Ce que Freud a fait, il s'est comporté comme il a dit un jour, on lui a fait dire, il a apporté la peste au monde en contestant la morale civilisée. J'aimerais qu'on revienne donc sur cette volonté néanmoins donc d'éliminer la distinction sexuelle elle-même. Donc je vais vous citer un ouvrage qui reprend en fait le programme du planning familial en 1975 et qui concerne donc l'éducation des enfants. 1975, vous vous rendez compte, hein, il y avait la loi Veil, il y avait tout ça dans ces années-là. Effectivement. Alors, le premier point de l'éducation sexualisée des enfants. Il s'agit d'assumer le développement psychosexuel de l'enfant pour qu'il réalise ses possibilités dans une sexualité adulte pleinement vécue dans le plaisir. Alors, comment cela se concrétise-t-il? Il faut donc accepter totalement la bisexualité de l'enfant, c'est-à-dire ne pas l'élever en fonction de son sexe, mais comme être bisexué. Et finalement, n'y a-t-il pas en quelque sorte cette volonté à travers certains textes que les êtres humains deviennent des êtres soit bisexués, soit unisexués? Je crois surtout, si vous voulez, que le texte que vous citez d'une totale naïveté, c'est-à-dire on a l'impression d'un copier-coller ou d'un décalque parfait entre un texte de Freud étudiant un cas clinique et puis une prescription immédiate qui en découle d'un ministère qui dit tout à coup, ah bah, puisque Freud ou la psychanalyse ou les psychologues, enfin l'univers psy a vu que la bisexualité était une tendance, enfin c'est pas une tendance, la bisexualité est originaire dans la personne humaine, etc. Du coup, hein, on produit un texte de l'éducation nationale en disant, eh bien c'est, excusez-moi l'expression, c'est open bar, donc il faut que les hommes, je dirais même, il faut rendre possible la bisexualité qui va de soi, etc. C'est une totale naïveté, tout simplement parce que dans la vie des gens, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Hein, et qu'on a l'impression que ce texte-là, que vous citez, oui, passe directement et sans reprise, sans interprétation, sans distance, de l'étude d'un cas, voilà, à une prescription normative où on ouvre toutes les vannes de ce que serait une sexualité débridée, je vous dis une espèce de Woodstock où tout est possible, etc. Oui, là encore, c'est gentiment naïf. Hein. Cela dit, ça pose quand même la question de ce qu'on fait quand on éduque un enfant. Est-ce qu'on lui transmet uniquement des normes, que ce soit des normes strictes ou des normes qui valident certains comportements, ou est-ce qu'on lui transmet aussi un sens, la capacité à une autonomie, justement, pour qu'il cherche lui-même un sens. C'est quand même ça tout l'enjeu de l'éducation. Et l'enjeu de l'éducation, c'est quand même avant tout de permettre à un sujet humain, une personne humaine, de se décider en raison. Alors il y a un ouvrage qui est sorti de Luc Ferry intitulé La Révolution transhumaniste. Oui.
C'est également associé à cette idée que le cerveau humain serait en quelque sorte un microprocesseur que l'on pourrait reprogrammer, et donc du coup nous serions en présence d'une rupture anthropologique fondamentale. Alors peut-être qu'on peut mettre ça en parallèle, en perspective avec ces propos du pape Benoît XVI. Donc il prononçait un discours le 22 décembre 2008, et donc il parlait du genre. Ce qui est souvent exprimé et entendu par le terme gender se résout en définitive dans l'auto-émancipation de l'homme par rapport à la création et au créateur. L'homme veut se construire tout seul et décider toujours et exclusivement tout seul ce qui le concerne. Mais de cette manière, il vit contre la vérité, il vit contre l'esprit créateur. Oui, c'est-à-dire que Benoît XVI rattache ce qu'il appelle le genre dans finalement les mouvements de l'autonomie du sujet. Donc les racines lointaines, comment les études de genre ont-elles été possibles, comment elles sont rendues possibles aujourd'hui. Les racines historiques lointaines des études de genre, c'est effectivement les mouvements philosophiques fondés sur l'autonomie du sujet, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'utilisais le mot personne tout à l'heure, personne humaine, parce qu'on n'est plus déjà dans ce cadre-là, on est vraiment effectivement, comme le disait Benoît XVI, dans la revendication du sujet moderne et postmoderne, autonome, autonomie plutôt qu'hétéronomie. Donc ce qui est un... C'est pour ça que je dis tout à l'heure bon courage à ce photographe, parce que l'autonomie absolue du sujet autofondé et solipsiste, bon, c'est un défi difficile à tenir. Les croyants, et les chrétiens en particulier, sont dans un autre défi, qui est celui de l'hétéronomie, c'est-à-dire de l'appel à un autre transcendant, qui est Dieu et dont il confesse qu'il est c'est le thème du désir de Dieu finalement. Voilà, le désir de Dieu, et non pas un désir infini, indéfini du sujet qui pourrait au total, même s'il parle de subversion, être désir de rien. Bernard Andrieux affirme que nous tendons à une subjectivation technique du corps, et on pourrait peut-être revenir sur cette dimension du corps prothétique, c'est-à-dire par exemple en art, on avait un artiste comme Stellark qui avait réfléchi sur une troisième main, en quelque sorte, dans ses performances, et donc de plus en plus il y a cette idée qu'on veut augmenter en quelque sorte le corps. C'est l'homme augmenté, oui. L'homme augmenté, ça date c'est très vieux. Hein, je veux dire, marcher avec une béquille, c'est pas d'aujourd'hui, c'est le corps augmenté. Donc là aussi, il y a une fausse modernité du corps augmenté, mais il y a des moyens techniques aujourd'hui beaucoup plus puissants, beaucoup plus subtils et fins, qui défient maintenant, enfin qui décuplent les possibilités d'augmentation du corps. Et vous ne l'avez pas encore dit, mais il faut le dire, non seulement du corps de l'humain, mais du corps de l'animal qui est pensé qui est vécu comme plus proche du corps humain, parce que dans la série du brouillage des frontières, il y a aussi ce brouillage transhumain et transanimalité. Hein. Là encore, dans la tradition philosophique, c'est très ancien, mais enfin les possibilités techniques aujourd'hui sont telles que les défis posés à la raison humaine sont considérables du côté des sciences médicales en particulier. On est aussi bien content d'avoir un corps augmenté. Donc c'est pas seulement un problème, mais bien entendu que c'est un problème dans certains cas, oui. Oui, il parle par exemple de l'allongement de la vie qui s'appuie sur des somatechnies incorporées dans les modes quotidiens d'existence, alors techniques de décorporation virtuelle, les réseaux sociaux, la numérisation, les techniques de délégation génétique, le don, le clonage, les mères porteuses, techniques de régénération sensorielle, cure de jouvence, bien-être. Oui. Alors tout ce catalogue des vices et des vertus, ce catalogue, là encore, mériterait de prendre un point et de le traiter pour lui-même, parce que dans ce que vous avez évoqué, il y a des réalités extrêmement variées qui touchent à la santé, et dans la santé à des gadgets
ou à des questions beaucoup plus essentielles qui permettent de sauver une vie, là encore, la question de l'augmentation, la question du corps augmenté ou du transhumanisme, c'est aussi une boîte de Pandore aussi, mais qu'il faut ouvrir parce que les questions sont extrêmement variées. Ça recouvre des améliorations de la santé, etc., qui vont des gadgets, en effet, des choses assez futiles, hein, à des avancées techniques qui sont majeures, hein, et qui permettent de repousser des maladies qu'on ne pouvait pas, je sais pas, des maladies de l'œil, des maladies de l'orthopédie, de la neurologie, bon, c'est la question des nanotechnologies, c'est la question, voilà, toutes ces questions-là, et bien entendu, quelques spectres très inquiétants comme celui du clonage. Cela, finalement, ça pose des questions éthiques. Ah ben ça n'est que ça ne pose que des questions éthiques. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'est pas démuni parce qu'on a des outils éthiques. En revanche, ça va très vite. Les prouesses sont à toute allure et je pense que la réflexion éthique parfois court derrière les avancées, mais c'est la relation traditionnelle entre le scientifique qui découvre et qui n'est, quand il découvre, pas forcément très soucieux du questionnement éthique, il faut bien le dire. Alors du coup, sommes-nous face à une révolution transhumaniste? Oui, bien sûr, on est face à une révolution. Mais je ne sais pas si on est face à une révolution, nous sommes déjà les premiers usagers, donc, et on en est bien content, encore une fois. Mais dans cette révolution transhumaniste, comme vous dites, il y a en effet des aspects qui touchent à l'intégrité, par exemple, du corps, ou à la dignité du corps, ou à la dignité de soi, de l'autre, de la relation, l'intégrité et la dignité du sujet, de la personne humaine, selon la tradition dont on se revendique, hein, des questions donc, qui sont assez énormes. Encore une fois, ça va très vite, les prouesses sont nombreuses, il faut pouvoir avoir un tout petit peu de temps pour les évaluer.